Salut à tous, c'est Bourrichon, on se retrouve pour l'analyse de la 7ème journée du top 14. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je fais du contenu après chaque journée du top 14, je fais également des shorts, c'est gratuit, ça vous coûte rien et moi ça m'aide grandement. Mais bref, retournons à la vidéo. On commence avec l'Aviron Bayonnais qui recevait Clermont. Bon, j'avais dit que Clermont irait faire un coup à Bayonne, et on peut dire que je me suis bien trompé. Parce que certes, Clermont commence très bien, avec notamment deux molles qui avancent sur une quinzaine de mètres et qui permettent de marquer les 3 premiers points de la partie. Mais franchement, après ça, c'est tout ce qu'ils ont fait dans la première mi-temps. Bayonne est rentré dans son match, finalement assez rapidement, parce que ça arrivait très vite, les 3 premiers points, et ça a été un récital. Ils ont eu un jeu ultra léché, franchement, ça a été impressionnant. Il y a eu aussi une énorme défense qui a mis beaucoup de pression sur l'attaque clermontoise, et notamment après les jeux au pied d'occupation, j'ai trouvé les Bayonnais très forts sur leur montée défensive. Ils ont également une bonne conquête qui leur a permis d'avoir des bons lancements de jeu. Et si on rajoute à ça des individualités fortes qui ont permis de marquer des essais, pas en solitaire mais presque comme Capilla ou Carreras, forcément c'est le cocktail parfait pour prendre le bonus offensif. Bayonne fait donc une grosse opération. Clairement, de son côté, à part les ballons portés qui ont été efficaces parce qu'ils marquent leurs essais là-dessus, et comme je vous l'ai dit en début de match, ils ont avancé et marqué 3 points grâce au moll. À part ça, il n'y a pas eu grand-chose. C'est pas inquiétant non plus parce qu'on avait un turnover au niveau de l'effectif, mais bon, il va falloir se remobiliser. On enchaîne avec le multiplex et notamment l'USAP qui recevait l'UBB. Ça y est, l'UBB gagne enfin à l'extérieur et plonge une USAP dans le doute. On a clairement vu des Bordelais plus concentrés que sur les autres déplacements, comme s'ils avaient ciblé ce match pour se relancer. Offensivement, c'est pas régalé. Je pense que l'UBB devait avoir des consignes parce qu'ils ont énormément joué au pied, alors que d'habitude, ils osent plus. Ils n'ont pas eu énormément de ballons, mais ils ont été efficaces dès qu'ils en ont eu, et avec un petit peu d'instinct, comme sur l'essai de Mathieu Jalibert, ils peuvent marquer des essais et prendre le large assez facilement, mine de rien. En défense, même s'ils se sont fait percer plusieurs fois, transpercer plusieurs fois, j'ai trouvé qu'il y avait une bonne mentalité parce qu'ils revenaient, ils faisaient l'effort de revenir sur le porteur de balle, chose qui n'avait pas été forcément le cas la semaine dernière à Toulouse. Ils ont également bouffé Perpignan en touche avec plusieurs contres qui ont été vraiment importants, notamment à 5 mètres de la ligne. Et d'ailleurs, Perpignan, sur ce secteur-là, ils ont été vraiment mauvais et c'est pas la première fois. Va falloir régler quelque chose parce que peu importe les talonneurs, j'ai l'impression que l'alignement en touche est mauvais à Perpignan. Mais c'est pas que là-dessus, je les ai notamment trouvés très mauvais dans la continuité du jeu parce que certes, ils arrivaient à transpercer, mais après, qu'est-ce qu'on fait? Il y avait juste des individualités parce que franchement, après, ça n'arrivait jamais à aller au bout ou très rarement. Il y avait beaucoup d'en avant qui ont clairement annihilé les actions et qui ont éteint un public qui était plutôt chaud en début de rencontre. Et à la fin, on entendait que les Bordelais. Perpignan va avoir un déplacement ultra important à Montauban. Ça va être pour moi le match à suivre de la prochaine journée. On continue avec Castres qui recevait le Stade français. Bon, sur la première mi-temps, on voit des Castrés tranchants. Ils ont essayé de remettre les pendules à l'heure au niveau du jeu et ça a plutôt fonctionné. Alors certes, il y a un petit coup de mou à peu près au milieu de la mi-temps où le Stade français possède un peu plus et arrive à marquer grâce à Motassi. Mais même malgré ça, ils arrivent à remettre la marche en avant et remarquer un décès juste avant la mi-temps. Cependant, je pense qu'on peut noter le fait qu'il y a beaucoup d'actions, d'opportunités de marquer pour les castrés, mais à chaque fois, ils jouaient plus individuel parce que chacun voulait marquer son essai, ils croquaient un peu la feuille de match. Ils se font retourner dans le but à plusieurs reprises, dû aussi au fait, grâce à une bonne défense du Stade français, mais bon, globalement, ils auraient dû marquer plusieurs essais, à mon avis, les castrés. Et quand il y a 29-7 en début de seconde période, je me dis que ça va rouler pour Castres qui vont prendre le bonus offensif assez rapidement, mais absolument pas. Au final, j'ai trouvé que le banc du Stade français a apporté beaucoup sur l'envie et sur l'engagement, et ils reviennent à 29-24, mais je pense qu'ils peuvent même avoir les boules, les Parisiens, parce qu'il y avait la place de marquer. Je pense notamment à laisser refuser à Celsio, alors que il y avait clairement ils plongent dans leur but quoi. Donc ils pouvaient marquer. Et ça, je pense que ça a été un des tournants du match parce que avec ça, à mon avis, le Stade français gagnait. On part maintenant du côté de La Rochelle qui recevait le promu Montalbanais. Bon, ça a été clairement une formalité pour les Rochelais comme on pouvait s'y attendre. Pendant les 50 premières minutes, ils dominent sans conteste tous les secteurs. Montauban essaye de résister avec de l'envie, mais ça suffit pas, clairement. Quand La Rochelle décide d'accélérer, ça va trop vite pour les Montalbanais, à l'image des 2 ou 3 essais en seconde mi-temps, où là, franchement, ça va trop vite, quoi. C'est juste des initiatives, des Rochelais, et avec les cannes qu'ils ont derrière, ça passe. Ensuite, on a quand même une La Rochelle qui va un petit peu se relâcher, c'est plutôt normal vu le score. Et à l'inverse, Montauban va essayer des nouvelles combinaisons, essayer d'être trouver des solutions offensivement.
et ça va amener des essais, comme par exemple celui de Kylian Ringuet. Et en fin de match, c'était n'importe quoi, c'était du rugby champagne de chaque côté, tout le monde voulait faire sa petite action, machin, tout ça. C'était pas déplaisant non plus, mais c'était pas très construit. Mais ce qu'il y a à retenir de ce match, c'est vraiment qu'on retrouve un côté très offensif de La Rochelle qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, même depuis le début de la saison, ça va un peu mieux. Là, c'était vraiment un match pour se relancer et reprendre confiance dans son jeu offensif. Le dernier match du multi, c'était Montpellier qui recevait le Loup. Bon, Montpellier a pris le Loup à la gorge, très clairement. À l'image d'une première séquence qui dure plus de 2 minutes et qui, quelques temps de jeu plus tard, amène l'essai de Nouchi, Montpellier démarre très bien sa rencontre. En suivant, on a assez rapidement le deuxième essai marqué par Picardo suite à une bonne pression défensive, une bonne montée sur Vincent Rattez, qui d'ailleurs fait une relance mais magnifique. Et quand les Lyonnais essayent de réagir en ayant des possessions, ils n'y arrivent pas, parce que Montpellier a une excellente défense, comme souvent depuis le début de la saison. En deuxième mi-temps, c'est pareil, ils essayent de mettre plus d'entrain, mais rien n'y fait, Montpellier est trop fort, et ça arrive même jusqu'à 30-3. Et là, je me dis que ça ressemble quand même à une petite correction de la part des Montpelliérains. Heureusement pour les Lyonnais, ils vont réagir, ils vont revenir à 30-14 de mémoire, mais le problème c'est que ils vont recraquer une dernière fois et laisser le bonus offensif aux Montpellierins. Alors qu'à la 75e, il y avait encore seulement 4 essais à 2, donc Montpellier n'avait pas le bonus. Et c'est là, pour moi, le gros point noir mental des Lyonnais, c'est d'avoir laissé trop facilement le bonus offensif. Et ça me fait un peu penser à ce qu'ils avaient fait à Bordeaux, où ils avaient laissé le bonus offensif en fin de match. Et c'est dommage parce que c'est des concurrents directs. Le match du samedi soir, c'était la section paloise qui recevait Toulouse. Et waouh, quel match! Je pense que c'est, premier degré, mon match préféré et le meilleur match depuis le début de la saison. Bon, Toulouse démarre hyper fort la rencontre, il y a 2 essais par Marchand et Capuzzo. Ils possèdent plus le ballon par la suite, alors oui, ils prennent un essai de Gailleton un petit peu sur une erreur, plus que sur une action construite de la section, mais globalement, c'est Toulouse qui domine, c'est Toulouse qui possède, et c'est Toulouse qui mène au score. Mais ce qui va vraiment transcender les Palois et les remettre dans le match, c'est clairement ces essais marqué un petit peu contre le cours du jeu, ou du moins un petit peu casquette, où il y a 2 réceptions manquées de Toulouse, et 2 essais avec, comme je le disais, Gailleton, et un essai de Grand Didier en seconde mi-temps. Après ça, les Palois ils vont mettre une énergie folle pour remonter au score, parce qu'ils ont toujours été dominés au score du moins par Toulouse, et au final ça passe. Même si pour moi il y aurait pu avoir un tournant du match, c'est cet essai refusé à Facundo Issa, qui pour moi aurait dû être accordé, mais ce n'est que mon avis, parce que la section paloise aurait pu passer à 27-20 à un moment donné du match, je crois que c'est à 20 minutes de la fin ou à 15 minutes de la fin, et reprendre une confiance et pourquoi pas aller chercher un succès plus facilement que ce qu'il n'a été. Et à la place, on se retrouve à 23-20 pour Toulouse qui va embêter les Palois jusqu'à la fin. Mais heureusement pour eux, il y a l'essai de Maximin qui arrive et qui libère totalement le hameau. Et franchement, vu la débauche d'énergie, c'est mérité. Et enfin, Toulon recevait le Racing dimanche soir. Bon, ça a été un match dominé par les Toulonnais du début jusqu'à la fin. Même si sur la première mi-temps, c'est assez brouillon d'un côté comme de l'autre. D'ailleurs, on assiste plutôt à du hurrah rugby où des ballons sont jetés en voulant faire la passe de trop ou en voulant tenter des relances qui n'ont pas lieu d'être. Et malheureusement, c'est pas très fluide. Et donc ça a mis un peu de temps à se décanter, mais grâce toujours à Baptiste Serin, Toulon a pu mettre la marche en avant et donc marquer plusieurs essais et à la fin gagner avec bonus. Puis ce que j'ai bien aimé chez les Toulonnais, c'est qu'ils sont complets. Je les ai trouvés tranchants derrière, à l'image de l'essai de Dréan, de l'essai de Nonou, et je les ai aussi trouvés très puissants devant, alors que pourtant en face, au Racing, il y en a aussi des joueurs qui aiment le contact, qui aiment l'affrontement physique. Mais là, franchement, j'ai trouvé au-dessus. Mais malgré tout, je pense que le Racing aurait pu empêcher les Toulonnais de prendre le bonus offensif. Parce que, tout simplement, ils prennent un essai sur la dernière action. Bon, c'est pas immérité de la part de Toulon. Mais je pense que le Racing aurait pu faire plus d'efforts pour ne pas laisser un point de bonus à un adversaire direct. On passe maintenant au top et au flop. Le premier top, c'est pour moi Beka Gorgadze. Je l'ai trouvé hyper impressionnant, en fait, dans le combat, mais comme à son habitude, il a fait plusieurs courses, il a été impressionnant au contact, et c'est en partie grâce à lui et à sa deuxième mi-temps que Pau peut aller gagner ce match. De plus, il joue hyper bien sur l'essai refusé à Issa, je trouve. Mais bon, il est refusé l'essai. J'ai continué avec Levani Botia, qui fait un match complet face à Montauban. Il fait une énorme percée déjà pour après donner un essai à Lavaux. Il marque un doublé et ça a dû faire plaisir au public de voir son chouchou faire un match aussi plein. Et enfin, le dernier top, c'est évidemment Esteban Capilla parce qu'il est juste impressionnant. Il court aussi vite qu'un ailier, mais il joue troisième ligne, donc en même temps, il plaque énormément.
Il marque 2 essais où il est hyper tranchant, où il a des appuis, il en offre un à Matteo Carreras avec un petit coup de pied par-dessus, enfin juste il fait un match extraordinaire. En flop, j'ai parlé d'abord de Fred Kersi parce que je l'ai trouvé pas bon dans le combat et il a été à l'image de son équipe de Montauban, dont il est le capitaine, dépassé. Et de plus, il prend un carton jaune. Le deuxième flop, c'est Vincent Rattez, parce que pour moi, sa relance, en fait, je sais pas pourquoi il fait ça et pourquoi il ne cherche pas plutôt à mettre un coup de pied en touche, même s'il fait 10 mètres le coup de pied. Et surtout qu'en plus, c'est con pour lui, mais il se blesse dessus, quoi. Genre, il s'éteint complètement sur la jambe de Banks. Et enfin, le dernier joueur, c'est Prichantelli, le numéro 10 du Racing. Il a fait 2 coups de pied directs en touche, il a fait plusieurs en avant, et des relances aussi pas toujours bien senties. J'ai trouvé qu'il a eu un match compliqué, le nouveau joueur du Racing. On passe à l'analyse du classement maintenant, on voit que Pau et Bayonne, le 64, dominent ce championnat aux 2 premières places. Bon, en bas, toujours Montauban-Perpignan, et mine de rien, je trouve qu'il y a quand même un petit écart qui est en train de se créer entre le wagon de tête et Clermont, La Rochelle, même le Racing. Pour moi, certes, c'est un gros bloc assez concentré, mais il commence à y avoir des petits écarts. Pour ce qui est des pronos, maintenant, on a d'abord Lyon qui reçoit La Rochelle. Pour moi, les Lyonnais vont se rattraper face à une La Rochelle qui va beaucoup mieux, certes, mais Lyon à l'extérieur, c'est mauvais et il faut qu'ils retrouvent de la confiance, donc ils vont gagner face à La Rochelle. Clermont reçoit Castres et c'est un peu le même discours. Pour moi, Clermont devrait gagner Castres qui s'exporte assez mal. Le Racing reçoit Pau, c'est un match très intéressant, mais je pense que la section paloise va faire un peu tourner parce que ça y est, ils ont quelques points d'avance. Donc le Racing devrait l'emporter. Le Stade Français reçoit Montpellier. Pour moi, c'est un match indécis et je vais tenter la victoire de Montpellier à Paris. Montauban reçoit Perpignan, c'est le match de la peur. C'est le match que je vais regarder à 16h35, je vais oublier tous les autres. Parce que là, franchement, c'est pour le maintien déjà un gros indicateur. Et sur ce que je vois, je pense que Montauban va gagner Perpignan, mais en laissant un bonus aux Perpignanais qui marqueraient leur premier point. L'UBB reçoit Bayonne, ça va être un duel de costaud, mais je me demande si Bayonne ne va pas faire un petit peu tourner du fait de ses blessures, du fait d'un déplacement chez mine de rien une équipe cadre du championnat. Donc je dirais Bordeaux. Mais ça va dépendre de quelle équipe aligne Bayonne. Et enfin, Toulouse reçoit Toulon, et pour moi, Toulouse gagnera Toulon, mais pas aussi simplement que ce qui a été sur les dernières rencontres à domicile. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, comme je disais en début de vidéo, à mettre un like, activer la cloche, écrire des commentaires, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup. D'ailleurs, n'hésitez pas aussi à vous abonner à mes pages Instagram et TikTok, c'est @bourrichon.tv. J'y poste quelques petites capsules de ces vidéos-là, mais aussi quelques contenus exclusifs. Vous avez également toutes les infos dans les stories de ce que je fais. Enfin bref, c'était Bourrichon. Ciao ciao.